Allez, salut, moi c'est Toussaint l'entrepreneur, cher abonné. Voilà, parce que je vous considère déjà abonné à cette chaîne. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé à l'entrepreneuriat, à l'investissement, à la création d'entreprises et au business. Donc cette chaîne est pour vous. Il ne faudrait donc pas vous en séparer. Donc abonnez-vous pour que ensemble nous puissions vivre une belle aventure entrepreneuriale. Car le but de cette chaîne, dans un premier temps, est de faire la promotion de l'entrepreneuriat. C'est aussi de former en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise pour faire de vous des entrepreneurs capables de diriger une grosse entreprise, de créer et de diriger une entreprise, pour faire aussi de vous des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires, parce que là, vous allez aussi connaître le droit des affaires à partir de ces formations-là, la gestion d'entreprise, la vente en entreprise. Et donc aussi, cette chaîne aussi a pour but de créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs dans le but tout simplement de faire des affaires. Oui, il est très important que nous soyons connectés. Voilà, car cette idée est beaucoup réalisée est dans l'esprit de beaucoup d'entrepreneurs. Ceux qui sont entrepreneurs connaissent bien l'importance de se mettre en réseau. Voilà, donc beaucoup d'autres initiatives sont prises dessus. Voilà, moi aujourd'hui, je m'engage aussi à partir de cette chaîne pour créer ce vaste réseau de connexion d'entrepreneurs afin de faire, dans le but tout simplement de faire des affaires. Aussi, à partir de cette chaîne, nous allons pouvoir participer à la création d'entreprises en vous proposant des idées de création d'entreprises. Voilà. Et aussi créer des possibilités de financement. À partir de cette chaîne, il y aura des systèmes pour ceux qui seront abonnés et verront par la suite. Des systèmes seront mis en place afin de pouvoir financer les porteurs de projets dans le but de créer des entreprises, ce qui va favoriser la création de l'emploi et de lutter contre la pauvreté. Cette chaîne aussi, à partir de cette chaîne aussi, vous aurez des solutions aux problématiques économiques du pays, des problèmes économiques qui font fléau, qui fatiguent, qui sont des problèmes pour la société, pour la population. Car nous, en tant qu'entrepreneurs, nous proposons des solutions à la population dans le but de pouvoir résoudre les problèmes. Et donc, s'il y a des problèmes économiques qui font fléau et que l'État ou le gouvernement n'a pas d'idée, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous pouvons proposer des idées. Voilà, nous pouvons proposer des idées et peut-être à partir de cette chaîne, voilà, l'État pourra se saisir de cette idée et mettre cette idée en application, puisque c'est nous qui vivons dans la société. Donc, et c'est nous aussi qui faisons l'État. Donc, il ne serait pas mauvais aussi pour nous de proposer des solutions aux problématiques économiques du pays, voilà, dans le but de nous-mêmes résoudre nos problèmes. Et donc aussi, pour cette chaîne, à partir de cette chaîne, vous pouvez laisser en commentaire tous vos savoir-faire. Si vous avez une compétence, un talent, si vous êtes une entreprise qui cherche un partenaire d'affaires, un partenaire financier, si vous êtes un porteur de projet qui cherche un partenaire d'affaires, un partenaire financier pour créer votre entreprise, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous avez des produits ou des services à proposer à la population, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, c'était un peu le but de cette entreprise. C'est à vous de vous abonner pour vivre cette belle aventure avec nous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la définition et le caractère, définition et caractère fondamentaux de la société. On avait déjà défini l'entreprise, voilà, et aujourd'hui, nous allons définir la société, puisqu'il y a la société et il y a l'entreprise. Donc, on parle de société-entreprise, société civile. La société qui est un peu définie dans le même contexte de l'entreprise, puisque c'est la société qui fait l'entreprise. Et donc, on va un peu définir d'abord la société et puis continuer dans les caractères fondamentaux de la société. Quand on parle de caractères fondamentaux de la société, c'est comment en fait fonctionne une société. À partir de là, vous allez abonnez-vous pour que vous ayez la connaissance de comment fonctionne une société. Puisque dans le fonctionnement d'une société, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent.
Donc, à partir de cette formation, vous allez prendre d'abord connaissance de ces choses-là. Et lorsque vous allez créer votre société, que ces choses-là vont se présenter à vous, vous aurez déjà la solution à ces problèmes-là. C'est pour ça qu'on parle de formation. Vous prenez d'abord des informations de telle sorte que si sur des problèmes qui vont arriver, qui vont se présenter à vous, de telle sorte que lorsque vous allez rencontrer ces problèmes, vous avez déjà une solution pour résoudre ces problèmes afin de gagner en temps. Voilà. Donc, on va commencer. En droit de société, puisqu'actuellement nous sommes dans le droit des affaires, en droit de société, voilà donc la définition de la société en droit de société juridiquement. Ces caractères figurent à l'article 1832 du Code civil. Ce sont eux qui permettent de distinguer le contrat de société d'autres contrats. Le contrat de société d'autres contrats. L'article 1832 du Code civil, qui comporte 3 alinéas, dispose que la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui convient par un contrat d'affecter à une entreprise. Donc, comme j'ai dit, la société là, ce sont les personnes qui constituent la société et maintenant qui entreprennent quelque chose. Donc, qui constituent l'entreprise. Voilà. Et donc, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Donc, dans les vidéos précédentes, on avait défini l'entrepreneur. Ça va un peu dans le même but, dans la recherche du profit, des bénéfices. On avait aussi défini l'entreprise, c'est dans le même but, dans la recherche du profit et des bénéfices. Donc, on va reprendre encore sur la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui convient par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Industrie, j'avais un peu défini aussi, je pense bien dans la vidéo de formation en entreprise. L'industrie, c'est la connaissance de tout entrepreneur. Ici, vous allez connaître comment on constitue une société et quels sont les apports que chaque personne apporte dans une société, la valeur de chaque apport et de chaque apport pour constituer une société. Tout ça, on va voir à partir de cette formation, pour ceux qui seront abonnés, bien sûr. Donc, on va apprendre, c'est un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi de l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Donc, en droit de société, voilà, on va voir un peu les événements de la vie sociétale, voilà, comme on peut le dire ainsi. Comment les personnes, les associés, en fait, cette formation aussi s'adresse beaucoup aux associés, aux actionnaires. Et nous sommes tous aussi appelés à être des associés, tout simplement à être des investisseurs, des entrepreneurs investisseurs, à être des associés dans des entreprises. Donc, en tant qu'entrepreneur, voilà, tu es associé dans une entreprise, tu gères une entreprise. Donc, cette formation est pour toi. Et donc, pour reprendre là, elle peut être instituée dans la société, bien sûr, dans le cas prévu par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Voilà. Une société, bien sûr, peut être instituée par l'acte de volonté d'une seule personne. Voilà. C'est une personne qui a une idée, essaie de trouver un autre des associés, des partenaires, en vue de créer une société en s'associant. Donc, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Donc, ça, c'est une loi. Les lois vont suivre. Vous allez comprendre un peu. Cet article révèle l'hésitation. Cet article révèle l'hésitation révélée par la doctrine sur la nature juridique de la société. La nature juridique de la société. Celle-ci est-elle un contrat ou une institution? C'est une question. La réponse est importante. S'il s'agit d'un contrat, les associés se feront en principe reconnaître toute liberté pour organiser leurs relations.
comme il est de mise en matière contractuelle. Au contraire, s'il s'agit d'une institution, elle est dotée d'un système rigide d'organisation auquel il n'est pas possible de déroger. Donc, pour parler un peu de ce paragraphe-là, en fait, lorsque vous mettez en société, en société, en association, c'est un système, il y a l'association et puis il y a la société entreprise. Donc, on va voir ça aussi dans l'avenir. Mais en société, en association, vous êtes un groupe de personnes. On parle tout simplement là de vos statuts et règlements intérieurs. Vous pouvez vous-même créer vos règlements intérieurs dans le but de vous, ce que vous devez savoir de ne pas nuire à la société, mais aussi dans le but, dans vous-même vos propres intérêts. Voilà. Donc, et c'est là qu'on parle de société et on parle aussi, au contraire, s'il s'agit d'une institution, elle est dotée d'un système rigide d'organisation auquel il n'est pas possible de déroger. Or, la lecture de l'article 1832 ne renseigne pas beaucoup sur la nature juridique de la société. Que lit-on? Que la société est instituée, ce qui va dans le sens de l'institution. Donc, on va un peu la société instituée, ce qui va dans le sens de l'institution, mais qu'elle l'est par contrat. Il est donc très difficile de prendre parti sur cette question. Donc là, voilà, on rentre dans la partie de cette formation. Comme je vous ai dit, ici, vous serez des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires. On rentre en profondeur de la société. Voilà, de la société. Dans l'histoire, dans le système même de la société. Donc, voilà. Deux caractères fondamentaux ressortent toutefois de l'article 1832. Donc, pour vous dire que ces documents sont des documents de formation venant de la France. Voilà, les articles, selon les années que vous constatez, peut-être en Côte d'Ivoire, voilà, ce ne seront pas de ces mêmes années. Mais forcément, nous sommes un pays colonisé par la France, donc il y a forcément, c'est sûr, nous faisons référence, et donc il y a forcément, tel dit la France, tel aussi, voilà, dit ces pays colonisés. Donc je pense que je me fais bien comprendre. Donc, on reprend deux caractères fondamentaux ressortent toutefois de l'article 1832. L'affectation de biens ou de services en vue d'un certain partage des bénéfices ou des pertes. Donc, quand on se met en société, sachez que pendant qu'on cherche des bénéfices, on doit aussi s'apprêter aussi à contribuer aux pertes. Voilà, donc c'est là on va connaître la vie sociétale, comme je dis, de la société. Voilà, pour certains, pensant que lorsqu'on dit associé ou investisseur associé, on met son argent puis on ne participe pas à la vie sociale de la société, de l'entreprise, on reste chez soi dans le but tout simplement de venir obtenir des bénéfices, des intérêts. Et quand la société a des difficultés, ils ne sont plus prêts à venir à remettre leur argent dans la société pour soutenir la société. Non, à partir de cette formation, vous allez comprendre comment se comporte un associé investisseur, un entrepreneur investisseur. En tant qu'associé, comment il faut se comporter dans une entreprise, dans une société. Et donc, on continue. Voilà, et je reprends là. L'affectation de biens ou de services en vue d'un certain partage des bénéfices ou des pertes. Mais ces éléments ne suffisent pas à donner naissance à une société, car ils se rencontrent aussi dans d'autres contrats, tels que le prêt avec participation aux bénéfices ou encore le contrat de travail avec intéressement aux résultats. Donc les contrats, c'est nous-mêmes qui les créons dans la société. Donc c'est en créant votre société, c'est à vous de trouver des systèmes juridiques pour le bon fonctionnement de votre société et pour le bien de votre entreprise. Voilà, c'est ce que je veux aussi vous dire. Et donc, voilà, je reprends là.
Tel que, bon, on va reprendre ici, voilà, mais ces éléments ne suffisent pas à donner naissance à une société. Voilà, pour le partage de bénéfices et des pertes ne suffisent pas à donner naissance à une société, car ils se rencontrent aussi dans d'autres contrats tels que les prêts en participation bénéfices ou encore le contrat de travail avec intéressement au résultat. Contrat de travail avec intéressement, des contrats des entreprises qui créent un contrat avec qui créent des contrats avec les employés pour leur dire de se donner au travail sur le résultat. À partir du résultat, le bénéfice, vous aurez aussi une part dans le bénéfice. Vous motivez le travailleur à se donner au plus dans l'entreprise. Donc, ce sont des systèmes, ce sont des informations, c'est à vous de les saisir, de mettre ce système aussi dans votre entreprise. Aussi, pour qu'il y ait une société, est-il nécessaire de rencontrer un élément intentionnel, une volonté de créer une société que l'on appelle aussi affectio societatis. Bon, là, c'est un mot, et c'est un mot que nous allons voir. L'affectio societatis, je pense que ça veut dire la volonté de s'associer. Donc, là, ça, ce serait sur les formations qui suivent. Un bon paragraphe qui est très important dans le fonctionnement d'une société. Et donc, voilà, et tel comme je le disais, on continue, je reprends. Aussi, pour qu'il y ait une société, est-il nécessaire de rencontrer un élément intentionnel? Un élément intentionnel. Il faut que les associés, ceux qui ont décidé de créer cette société, aient de l'intention envers la société. Une volonté de créer une société. Voilà. Que l'on appelle aussi affectio societatis, la volonté de s'associer. Donc, on va voir ça maintenant. Donc, on a d'abord défini la société. Maintenant, on va attaquer l'affectation des biens ou des services. L'affectation des biens ou des services. Voilà. Au terme de l'article 1832 du Code civil, pour qu'il y ait société, des biens ou des services doivent être affectés à l'entreprise commune. Cette affectation est connue sous le nom d'apport. Sans apport, donc, il n'y a pas de société. Les apports. Dans une société, les personnes qui constituent la société doivent amener des apports, apporter quelque chose. Voilà. Sans ces choses, sans ces apports qui constituent le capital, il n'y a pas de société. Donc, on va continuer. Quant à la chose apportée, elle varie selon le type d'apport. Donc, il y a plusieurs types d'apports que nous allons voir. Les futurs associés peuvent apporter à la société de l'argent, des biens ou leur industrie. Voilà, l'industrie, comme j'ai dit, c'est la connaissance. Vous pouvez vous associer à quelqu'un qui a une bonne maîtrise dans le produit, le service que vous voulez proposer à la population, qui a une bonne connaissance dans le produit, le service que vous voulez mettre sur le marché. Okay. Le plus souvent, les associés apportent de l'argent. On parle alors d'apport en numéraire. Mais les associés peuvent également apporter des biens autres que de l'argent. On parle alors d'apport en nature. Il peut s'agir d'un bien corporel, immeuble, matériel, etc. Donc, pour les associés, pour créer une société, vous pouvez apporter un apport en nature. Vous pouvez donner vos locales ou donner un immeuble ou voilà un truc. Proposer des proposer des machines et tout ça, voilà, il y a ça, un apport en nature pour constituer la société. Ou incorporel, fonds de commerce, marché, etc. Donc, incorporel, par exemple, vous pouvez être en mesure vous pouvez dire, moi, en tant qu'associé dans la société, je vais vous apporter tous les dossiers administratifs. Je vais me charger de créer tous les dossiers administratifs de la société. Je vais me charger aussi, voilà, tout simplement, de trouver la clientèle pour la société. Voilà, c'est un truc comme ça. Et donc, fonds de commerce, marché, etc. Et l'apport peut alors être effectué en propriété ou en jouissance.
Voilà, donc comme vous le comprenez, on va définir. L'apport en propriété réalise, comme son nom l'indique, le transfert de la propriété du bien à la société. Il en résulte que la société devient propriétaire du bien. Donc là, on va voir. Il en résulte encore que l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Donc, l'apport en propriété, c'est comme, on va voir tout à l'heure, c'est comme une location de machine qu'un associé peut envoyer en apport pour créer la société. D'accord? Donc, et donc, il est garant parce qu'il ne peut pas envoyer une machine ou un appareil qui va vite se gâter. Donc, il est garant de ce qu'il a apporté envers les associés, comme un vendeur qui vend un bien ou un service à un client, à quelqu'un, à ses clients. Il y a des périodes de garantie. Donc, il y a tout ça. L'apport en nature peut aussi être en jouissance. L'apport en jouissance ressemble alors au loueur. Et le Code civil énonce que cet apport est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Donc si je reprends là, si on parle de vendeur, apport en propriété, donc il résulte que la société devient propriétaire de ce bien. Donc, soit il a apporté un bien, voilà. Maintenant, en nature, ça, il loue une machine ou un truc à l'entreprise, à la société. Ok. Donc, on reprend, et voilà, je viens ici. Est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Ça, c'est l'apport en nature. Article 1843-3 alinéa 4. Donc là, c'est les lois qui sont définies. Voilà. Il en résulte que l'apport doit, sauf convention contraire, entretenir la chose à assurer la jouissance paisible à la société et supporter les risques du bien apporté. Donc, je reprends là. Il en résulte que l'apporteur doit, sauf convention contraire, entretenir la chose en assurant la jouissance paisible à la société et supporter les risques du bien apporté. Donc, si on se comprend bien, voilà, l'apporteur qui envoie son bien en nature ou un truc doit entretenir la chose, assurer la jouissance paisible à la société, permettre à ce que les associés de la société soient à l'aise dans l'utilisation de cette chose-là et supporter les risques du bien apporté. Et donc, l'apport peut enfin être réalisé en industrie. Comme vous avez parlé de l'industrie, démuni de fortune personnelle. En effet, un associé peut apporter son industrie, c'est-à-dire son talent, son savoir-faire, son habileté personnelle, qu'il exercera au profit de la société. Le régime de cet apport est singulier. Il n'est pas pris en compte dans la détermination du montant du capital social. Comme on a dit, les apports constituent le capital social, mais en industrie, ce n'est pas pris en considération. Ce qui est logique, car sa libération est successive et ne se réalise qu'au fur et à mesure des services rendus. Par ailleurs, ce qui est aussi logique, les droits de l'apporteur en industrie sont incessibles. Incessibles, donc pour dire tout simplement le mot incessible, dont la possession juridique et l'usage ne peut être transmis. Il est inaliénable. Bon, voilà un truc comme ça. Pour ceux encore qui veulent se renseigner, peut prendre plus d'informations dans un dictionnaire, voilà, un truc comme ça.
Maintenant aussi, pour ceux, comme je dis toujours dans mes vidéos de formation, pour ceux qui ont besoin des documents, les documents sont là. Voilà, vous pouvez me faire signe par email ou par appel, je vous apporte par email gratuitement. Bien sûr, il y aura aussi des documents payants pour certaines formations à laquelle nous allons arriver très bientôt. Voilà, donc ces formations payantes sont en fait des formations, des documents, des formations de pointe pour tout entrepreneur. Tout entrepreneur doit en avoir ces documents aussi conçus par des cabinets de gestion ou par la justice. Voilà, pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Et donc, on va terminer par la suite. Enfin, ce type d'apport est interdit dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. On parle alors des apports en industrie. Voilà, c'est interdit dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. Donc, quand vous constituez une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, c'est une qui n'a pas apporté un apport en argent ou bien en nature, des immeubles ou trucs, ça ne peut pas constituer un capital, vraiment il ne peut pas être associé à vous d'une société anonyme comme d'une société à responsabilité limitée. Donc, on va continuer. Voilà, et on va parler maintenant des effets de l'apport. Tout d'abord, la réunion des apports constitue le capital social. Donc, la réunion des apports constitue le capital social. Comme j'ai dit, ce sont les apports qui vont constituer le capital social. Ensuite, l'associé qui réalise un apport a droit en contrepartie à l'attribution de parts sociales. Donc, par rapport à ce qu'il a envoyé, il a en contrepartie une part dans le capital social, c'est-à-dire dans la part dans le capital. Donc, on reprend. Ensuite, l'associé qui réalise un apport a droit en contrepartie à l'attribution de parts sociales ou d'actions émises par la société bénéficiaire de l'apport. Donc, par rapport à ça, on parle alors de pourcentage. Si on parle d'un capital de 100 000 que vous avez envoyé 50 000, vous avez 50%. Voilà, c'est un exemple. Donc, 20 000, vous avez 20%. Voilà, c'est un truc comme ça, dans le capital des trucs. OK. Le contrat d'apport a donc un caractère onéreux et translatif de droit. Mais il a également un caractère aléatoire dans la mesure où si l'associé connaît la valeur de ce qu'il apporte, il ignore la valeur des parts ou actions qu'il reçoit en contrepartie. On se comprend bien. C'est aléatoire parce que quand ce que tu vas apporter, bien sûr, c'est écrit par contrat. On se dit, bon, tu as apporté 20 000 francs, tu as 20%. Maintenant, dans le retour des bénéfices, là, souvent, tu peux ne pas avoir les 20% par rapport au bénéfice qui va rentrer quand tu vas faire ton calcul et tout ça. Donc, c'est un peu aléatoire. Donc, on va essayer de voir et puis de comprendre cette partie. Mais il a également un caractère aléatoire, les apports. Dans la mesure où si l'associé connaît la valeur de ce qu'il apporte, il ignore la valeur des parts ou actions qu'il reçoit en contrepartie. Il sait seulement que ses droits dans la société seront proportionnels à l'importance de ses apports, comme je l'ai dit, ainsi que le prescrit l'article 1843-2 du Code civil. Il n'a aucune certitude quant à la valeur de ses droits, car celle-ci varie selon que la société réalise des bénéfices ou accumule des pertes. Donc, on se comprend bien. Dans le premier cas, l'apporteur percevra des dividendes ou verra la valeur de ses parts augmenter. Dans le second cas, il n'aura droit à rien et sera parfois même obligé de contribuer personnellement au passif. Quand on parle de passif, ce sont les pertes. Vous êtes mis en associé, en société, vous cherchez des bénéfices. Votre premier but, c'est de chercher les profits des bénéfices. Il peut se trouver aussi que vous ne trouvez pas ces profits et que l'entreprise risque à des pertes, à des crédits, à des passifs. Donc là, vous êtes encore obligé de contribuer afin de rembourser ces crédits, rembourser ces passifs pour pouvoir reprendre votre activité. Et donc, enfin, l'apport constitue également la limite
de l'obligation de l'associé envers la société. Voilà, donc souvent dans certains contrats aussi des sociétés, on se dit, bon, par rapport à ton apport, s'il y a des pertes ou des crédits, c'est par rapport à ton apport que tu as dans la société que toi aussi tu vas participer aux pertes ou aux crédits. Donc voilà. En effet, l'associé ne peut être contraint d'augmenter son apport au cours de la vie sociale. L'article 1836 l'interdit. En revanche, à l'égard des tiers, l'apport limite moins nettement les obligations de l'associé. Il existe ainsi des sociétés où les associés sont tenus indéfiniment du passif, notamment les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif. Je pense qu'on se comprend bien. Dans ces sociétés, le montant de la dette sociale éventuellement mise à la charge de l'associé n'est pas égal à l'importance de son apport. Dans d'autres sociétés, au contraire, l'apport limite les obligations de l'associé. Donc là, il y a plusieurs, on parle alors de différents types de sociétés, des formes juridiques et tout ça. Voilà, des contrats signés entre vous. Voilà, donc il y a la société civile et puis il y a la société par action que vous allez, voilà, qu'on a déjà vu, je pense bien, mais qu'on va voir encore au fur et à mesure. Il suffit de vous abonner pour mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise. C'est le cas dans les sociétés par action et les sociétés à responsabilité limitée. Donc, comme je l'avais dit, voilà, donc dans ces sociétés-là, voilà, les associés sont limités à l'apport qu'ils ont apporté. Voilà, s'ils envoient 10%, s'il y a un problème, ils vont contribuer aussi à 10%. Voilà. L'importance du partage des résultats, qu'il consiste en des bénéfices ou en des pertes, apparaît déjà. Et ce partage constitue le deuxième caractère fondamental de la société. Donc, nous allons nous arrêter là. Voilà, pour la prochaine vidéo, pour la suite, pour ceux, abonnez-vous, voilà, pour suivre le partage des résultats. Comment, dans une société, le partage des résultats se réalise. Vous allez prendre connaissance de cela. Donc, merci aussi de m'avoir suivi. Voilà, abonnez-vous, activez la petite note de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Partagez cette vidéo aussi pour permettre à d'autres personnes de se former en entrepreneuriat. Et aussi, n'oubliez pas, de laisser en commentaire tout ce que vous savez faire, vos talents, vos savoir-faire et tout ça. Si vous vendez un produit ou un service, vous les laissez en commentaire, partagez cela. Voilà, et sur cette chaîne, sachez que nous sommes tous des partenaires d'affaires. Donc, c'est tous un entrepreneur pour vous servir. Voilà, et à la prochaine.